Généalogie successorale, c'est un métier où le mystère est partout. On commence avec un mort, comme dans une enquête policière. On va établir des hypothèses, c'est un travail de détective. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la vie de ce garçon pour quitter son pays et ne plus jamais y revenir? Parfois, un pan entier de l'histoire de la famille s'est effacé, et notre rôle, c'est de remonter le temps et de pouvoir reconstruire cette famille. Pour nous, ça va être le début d'une vraie histoire qui, on l'espère, aura une jolie fin. Ils sont généalogistes successoraux. À la demande des notaires, ils recherchent les héritiers inconnus ou introuvables d'un défunt dont la succession doit être réglée. Pour les retrouver, ils remontent dans le passé des familles. En tant que généalogiste, on a parfois affaire à des histoires sensibles qui font la une de la rubrique faits divers des journaux. On marche alors dans le pas des enquêteurs et on peut faire des découvertes qui relancent totalement des dossiers bouclés. Ce sont des dossiers qui donnent des sueurs froides. Je m'appelle Jean-Marie Lecam, je suis généalogiste successoral depuis 18 ans. Dans cette histoire, tout commence à Albert, dans la Somme. Jean-Marie a rendez-vous avec un notaire pour un nouveau dossier. Bonjour maître. Monsieur Lecam, comment allez-vous? Très très bien, merci. Venez, je vous précède, vous me suivez? Allons-y. Je vous ai demandé de venir aujourd'hui pour deux dossiers qui sont liés, puisque ces deux frères, Jean et Claude, c'était des musiciens qui ont enseigné à bon nombre d'élèves ici, et ils vivaient ensemble, ils n'avaient pas très loin de l'étude, là. Malheureusement, l'un des frères a eu certainement un arrêt cardiaque dans le jardin en sortant. Et son frère, qui était handicapé, qui était à l'intérieur de la maison, s'est retrouvé sans moyen de communication, ni téléphone portable, parce qu'on est sur une autre génération. Personne n'a pu être alerté. Et ce frère qui était handicapé aurait peut-être pu être sauvé, mais malheureusement, il est décédé après. D'accord, donc il s'est passé un laps de temps avant que il s'est laissé un pas. Puisse Absolument. Les retrouver. Les corps de Jean et de Claude ont été retrouvés au moins 4 semaines après leur mort. Selon les conclusions de l'enquête de gendarmerie, le premier frère, Jean, aurait succombé à une crise cardiaque. Il avait 78 ans. C'est lui qui s'occupait de Claude, son frère aîné, lourdement handicapé. Ce dernier, livré à lui-même, n'aurait pas survécu. Ce scénario tragique, qui a ému toute une région, va bientôt voler en éclats. Je vais vous donner les actes de décès et les interrogations de fichier. Donc je vous remets le document concernant Jean. Merci, et maître. Également pour son frère, Claude. Voilà. Merci, maître. Vous aurez toutes les informations. Ah, le deuxième frère est né à Albert. Tout à fait. Il est en 34, d'accord. Voilà. Il a 6 ans d'écart. Voilà. Parfait. Voilà. C'est le point de départ. Vous auriez quelques éléments, maître, du patrimoine des défunts? Nous savons déjà qu'il y a 3 maisons. D'accord. Avec une certaine valeur, voilà, bien sûr. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie parce que c'est un dossier particulier qui a beaucoup ému la population parce qu'il ne méritait pas, je veux dire, une fin de la sorte. Bien sûr. On ne peut pas rester indifférent à ces deux frères. Ils ont vécu ensemble toute leur vie, ils étaient reconnus, tout le monde les connaissait, et à un moment de leur vie, on les a presque oubliés. Merci, maître. Jean-Marie a rendez-vous avec le maire de la commune et un ancien élève des deux frères musiciens. Il espère en apprendre un peu plus sur ces deux célibataires qui s'étaient coupés du monde au moment de leur retraite, il y a une vingtaine d'années. Ah, Voilà. la tombe est ici. Hein. Ici, voilà. D'accord. Alors, je suis étonné parce que je vois bien les parents qui sont sur la pierre tombale, mais je ne vois pas les noms et prénoms des défunts. Non, ils ne sont pas inscrits tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé de famille. On s'est fait aider par la gendarmerie, on a fait des recherches. Aucune personne de la famille ne s'est manifestée. D'accord. Donc nous, on a recherché à faire en sorte qu'ils soient inhumés dignement. Le maire a pris en charge l'inhumation des deux frères
mais les noms de Claude et de Jean ne sont pas mentionnés sur la pierre tombale. Pour cela, il faudrait une commande de la famille. Sans cette formalité, la mairie pourrait être accusée de violation de sépulture. Et personne ne s'est présenté suite à l'enterrement en disant « je suis de la famille » ou... On aurait aimé, mais non, ça s'est pas produit. Si demain, grâce à vos travaux, on peut mettre les prénoms, ça facilitera les choses pour les personnes qui voudraient venir se recueillir. D'accord. Voilà. Je suis un ancien élève des frères Mollet. D'accord. Donc j'ai pratiqué la musique, le solfège appris avec Monsieur Mollet. Pour tous les gens de la musique, c'est une disparition qui marque les esprits. Voilà, qui marque les esprits. Leur raison de vivre, c'était la musique. Et à côté de ça, il y avait rien d'autre. C'est-à-dire que c'était des personnes calmes, paisibles, qui à la fin de leur vie ne bougeaient plus tellement. Ils sont partis de manière anonyme, quasiment. Comme ils vivaient. Comme ils vivaient. Comme ils vivaient, je dirais. À deux. Voilà, ils ne faisaient pas parler d'eux, sauf pour la musique. D'accord. J'ai vraiment envie de retrouver des héritiers, de rendre hommage à ces deux frères qui sont partis un petit peu dans l'oubli et enfin remettre sur cette tombe les noms de nos deux défunts et que cette tombe ne soit plus finalement anonyme. Quelques jours plus tard, Jean-Marie retourne à Albert, accompagné par son collègue Franck. Ils se rendent à la mairie pour consulter les actes de naissance des deux frères. Ils espèrent pouvoir trouver des informations sur leurs parents et ainsi remonter la piste de potentiels héritiers. Claude, oui, il est né à Albert. Voilà. On est sur le 23 juillet 1934. J'apprends sur les connaissances, comme ça on verra la filiation. Alors... Et on récupérera les renseignements sur l'état civil des parents. 34, 35, voilà. 1934, là, on est au mois d'août. 19 juillet. Là, peut-être, ou derrière. 23 juillet, voilà. Ok. Donc c'est bien Claude, Marcel, Charles, voilà. Le papa Marcel. Je vais le reporter. Ah, donc il est né à Écaudœuvre. C'est dans le Nord, ça? Tout à fait. Le 24 janvier 1905. D'accord. Et la maman, Marie, née le 23 juin 1909 à Écaudœuvre. Ils sont tous les deux nés à Écaudœuvre. Les parents sont originaires d'une autre ville dans le Nord, qui est Écaudœuvre. On a besoin d'aller voir là-bas, effectivement, les différents actes concernant les parents. Et qu'est-ce qu'on va rechercher? Des frères et sœurs du papa, des frères et sœurs de la maman, pour trouver des cousins, tout simplement. Les parents des deux frères musiciens se sont mariés en 1927 dans ce village à côté de Cambrai. Leur acte de mariage constitue une première piste pour les généalogistes. Ils vont pouvoir découvrir l'identité des grands-parents des défunts et retracer leur filiation. Voilà les registres. Oui, Jean-Marie. Alors, j'ai notamment rapporté le registre correspondant au mariage des parents des deux frères. D'accord. Que je vais vous laisser regarder. Donc, en 1927. 25. Je dois pas être loin. 26. 1er octobre. 27. Voilà. Le voilà. Voilà, Franck. On a bien le papa Marcel. Son papa, c'est Charles-Henri Joseph. Et la maman, Angelina. Oui. Peut-être le noter pour la ligne paternelle. Tout à fait, Jean-Marie. Ça nous donne déjà une base de départ. Et concernant l'épouse, Jean-Marie, qu'est-ce qu'il vous dit? Marie. D'accord, c'est ce qu'on savait. C'est la fille de Georges. D'accord. Et de Marie-Joséphine. Marie-Joséphine. Voilà. Et puis les parties ont signé. Il n'y a plus rien de spécial dans l'acte. D'accord. Les généalogistes cherchent alors tous les frères et sœurs des parents, les oncles et tantes des deux frères musiciens. Du côté de la maman, elle avait 6 frères et sœurs. Du côté du papa, il n'avait qu'un frère. Tous à Écaudœuvre, qui aujourd'hui sont bien sûr décédés.
Mais à partir de là, on sait qu'il y a quand même de fortes chances de pouvoir retrouver des cousins qui vont être des cousins germains. Ah, j'en ai trouvé un, Franck. Alain Paul, né le 8 juin 1960. On est sur les bons parents. Et moi, ici, j'ai une autre cousine, la sœur d'Alain, qui s'appelle Carole, avec la même filiation, bien évidemment. Filiation. Donc, on a bien 2 héritiers. 2 héritiers, donc qui sont des cousins. Des cousins au 4e degré, ce qu'on appelle des cousins germains. Des cousins germains, parfait. Voilà. In fine, on va trouver 14 héritiers. On va en trouver 2 dans la ligne paternelle, qui vont avoir la moitié de la succession, et on va en trouver 12 dans la ligne maternelle, qui vont avoir l'autre moitié de la succession. Certains sont nés quand même en 1927, donc ils ne sont pas jeunes, mais ils sont vivants et ils sont héritiers. Les 14 cousins de ces 2 frères musiciens, partis dans l'oubli, accepteront sans doute de mettre leur nom sur leur sépulture. Mais l'enquête de Jean-Marie n'est pas close pour autant. La maison des défunts va révéler des secrets qui vont bouleverser totalement le cours de cette histoire. Dresser la généalogie d'un défunt dans le but de rechercher ses possibles héritiers, c'est d'abord remonter dans son passé. Au cours de leurs recherches, il arrive parfois que les généalogistes aient rendez-vous avec la grande histoire. Un dossier de généalogiste commence souvent par un mystère. On a un nom, un prénom, une date de naissance, une date de décès. On rencontre des gens ordinaires et parfois on a la chance d'inscrire sur un tableau généalogique quelqu'un qui a eu une importance dans la grande histoire. Ça fait partie des joies de ce métier. Je m'appelle Damien Gérard, j'ai 48 ans et je suis généalogiste successoral depuis plus de 20 ans. Lorsque Damien s'apprête à rencontrer un notaire du Calvados, il ignore encore que ce nouveau dossier lui réserve un incroyable voyage dans le temps. Bonjour Maître Collin. Bonjour Damien. Vous allez bien? Oui, très bien. Oui, il faut venir avec moi. Oui, merci. Voilà, je voulais vous voir Damien pour un dossier un petit peu particulier pour moi. Cette personne-là a été retrouvée décédée chez lui, a priori seule depuis un certain temps. C'est quelque chose qui m'a un petit peu troublé personnellement. Hein. Voilà, un décès dans l'isolement total, donc quelque chose d'un petit peu triste. Au niveau de la famille, on ne lui a pas trouvé d'ayant droit de notre côté. La seule chose qu'on ait trouvé, c'est qu'il avait un frère qui est décédé. Donc à ce jour, on n'a aucune famille connue. Absolument. Je vous donne l'extrait d'acte de décès du défunt qui vous permettra d'avoir son état civil. Très bien, je vous remercie beaucoup. Cet acte de décès et cette photo sont les seuls documents sur le défunt que possède le notaire. Moi, personnellement, c'est un dossier qui m'a un petit peu ému et j'espère que vous réussirez, Damien, à retrouver les ayants droit. Bon, on va faire le maximum pour retrouver ses héritiers. Ben, c'est parfait. Merci beaucoup. Dans ce dossier, il n'y a aucun indice. Yves décède seul. J'ai envie d'en savoir plus sur ce monsieur. Pourquoi en est-il arrivé là? Je pars de rien et j'espère aboutir à l'histoire de cette personne. Pour remonter la piste des éventuels héritiers d'Yves, cet homme né en 1942 en pleine guerre mondiale et qui semble sans descendance et sans famille, Damien va commencer par enquêter à Courseulles-sur-Mer, ville où le défunt habitait. Le généalogiste est reçu par l'adjoint au maire. C'est lui qui, faute de famille proche, s'est occupé des obsèques. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire adjoint. Damien Gérard. Bienvenue à Courseulles. Bah écoutez, vous me suivez. Merci. Je suis chargé de retrouver les héritiers de la personne qui est décédée à Courseulles et dont vous êtes occupé de l'organisation du décès. Comment vous avez été informé du décès? Je suis prévenu que la gendarmerie a découvert un corps. En tant que maire adjoint, je dois ouvrir la porte. Les pompes fumées montent l'escalier et au 2e étage, dans la chambre, ils trouvent le corps. Et est-ce que dans les jours qui ont suivi
ce décès, il y a des proches, des amis, des gens qui vous ont appelé, qui ont téléphoné, qui se sont manifestés? Non, personne ne s'est manifesté. Pas d'amis, pas de famille. Vraiment, voilà, quelqu'un de seul. Je me retrouve dans une succession où personne n'est capable de me désigner un éventuel parent du défunt. Ultime piste, la famille serait enterrée à Grès-sur-Mer. Je découvrirai peut-être sur le caveau familial des éléments qui me permettront d'avancer. Le cimetière de Grès-sur-Mer se situe à quelques minutes de la mairie. Damien y est rejoint par Laurence, une collaboratrice venue l'aider dans ses recherches. C'est intéressant. Donc Yves n'était pas tout seul. Non. Donc on retrouve Son père, sa mère et surtout une petite Suzanne. 1931-1949. Ouais. Donc c'était sa sœur. 18 ans. C'était certainement une petite sœur. Donc on n'aura pas d'enfant, enfin pas de neveu et nièce du côté de Suzanne. Il y a peu de chance, effectivement. À 18 ans, ouais. Notre défunt, il a quand même une vie difficile parce que je vois qu'à 15 ans, il a perdu sa maman. Ouais. Elle est morte jeune. Par contre, on n'a pas le frère. Le notaire m'avait dit qu'il avait connaissance d'un frère qui était a priori décédé il y a quelques années. Le défunt aurait eu une sœur, Suzanne, décédée à l'âge de 18 ans, et un frère disparu en 1995 à 56 ans. Ces derniers avaient-ils des enfants? Autrement dit, pour Yves, des neveux et nièces. On ne sait pas si le frère du défunt, lui, a eu des enfants. On pourra le vérifier puisque... Complètement. S'il y a des neveux et nièces de ce côté-là, ceux qui hériteront. Tout à fait. Pour retracer le parcours de sa famille, les deux généalogistes vont alors éplucher les archives du Calvados, département de naissance du défunt. J'ai sous les yeux la déclaration de succession de la maman d'Yves, Marguerite, qui est décédée en 1956, comme on a pu voir sur la sépulture. Au niveau de l'état civil, la petite Suzanne, je n'ai pas retrouvé de naissance. Pour moi, ça confirme qu'elle n'ait pas eu d'enfant. La petite sœur est décédée jeune et sans postérité. C'est ça. Pour Claude, il va falloir quand même finir les vérifications. Ni Yves, le défunt, ni sa sœur Suzanne n'ont eu d'enfant. Claude, le frère aîné, est donc le dernier à pouvoir laisser une descendance, d'autant que les généalogistes viennent de découvrir qu'il s'est marié 2 fois. Sa première union s'est achevée par un divorce en 1965. J'aurais besoin, s'il vous plaît, de ce jugement de divorce. Très bien, je vous laisse retourner à votre table, je vais vous l'apporter. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Merci. Alors, en fait, il semblerait que son épouse ait eu 2 enfants. Ils sont nés au nom de Claude. En ouvrant le registre qui contient le jugement de divorce, il est mentionné l'existence d'enfants. 2 enfants. Claude aurait eu 2 enfants de sa première union. Et on poursuit la lecture du jugement de divorce. Ils font part d'un jugement, il aurait fait une action, ce qu'on appelle une action en désaveu de paternité. Et là, on découvre que cette filiation, qui a été établie dans un premier temps, a été ensuite annulée par le juge, car ces 2 enfants n'étaient pas en réalité les enfants de Claude. Claude a fait une action en désaveu de paternité. Claude, le frère du défunt, n'avait pas divorcé quand il s'est séparé de sa première femme. Lorsque celle-ci a eu des enfants avec un autre homme, ils ont été par défaut rattachés à la filiation de Claude. Ce dernier s'en est aperçu et a fait annuler ce lien de paternité. Claude est donc bien décédé sans enfant, ni de son premier mariage, ni de son second mariage. Il n'y aura pas de neveux et nièces qui viendront à la succession. La piste des neveux et nièces se referme. Damien et Laurence doivent maintenant relancer leurs recherches en s'intéressant désormais aux éventuels frères et sœurs d'Émile et Marguerite, les parents du défunt. Peut-être y aura-t-il des cousins germains vivants. Une mort dans la solitude et l'indifférence qu'une enquête a fini par attribuer à des causes naturelles, c'est la triste fin de Claude et de Jean, les 2 frères musiciens. Leurs héritiers retrouvés, Jean-Marie et Franck s'apprêtaient à refermer ce dossier, mais une découverte incroyable a relancé l'affaire. Jean-Marie et Franck ont retrouvé 14 héritiers de Claude et Jean. 14 cousins germains qui ont été avertis par courrier, mais qui ignorent encore l'identité des défunts. Ce matin, les généalogistes ont rendez-vous avec 2 d'entre eux, Carole et Alain, pour leur révéler l'origine de cet héritage. Allez-vous.
Oui, bonjour madame, c'est monsieur Lecam et monsieur Aubert, les généalogistes. D'accord, l'ascenseur est au bout du couloir. D'accord. À tout de suite, merci madame. Merci. On s'installe ici? Oui, oui. C'est prévu pour. C'est un moment important pour nous comme pour vous. On vient vous montrer le fruit de notre travail et puis pour vous aussi de voir un petit peu la personne qui est décédée dont vous êtes héritier et héritière. Voilà. Il s'agit de vos deux cousins, Germain, Claude et son frère Jean. Est-ce que vous avez quelques souvenirs de vos deux cousins? Je me souviens, moi. Toi, je pense pas. J'étais trop jeune. Ouais. Et moi, je me souviens quand on allait chez Marie avec mes parents, qu'il y avait deux jeunes hommes qui passaient et qui repartaient à leurs occupations musicales. Mais c'est tout. Je n'ai aucun autre souvenir. Il y a vraiment une génération, c'est la génération de nos parents. Hein. D'accord. Carole a réuni des photos de famille sur son téléphone. Elle pense en avoir retrouvé une des frères musiciens quand ils étaient enfants. Et voilà. Formidable. C'est les deux frères? Je pense, mais je... Ils avaient 6 ans d'écart. Là, il a peut-être 12 ans. Une douzaine d'années, je pense. Un habit du dimanche. Vous mettez des habits du dimanche à l'époque. Ils ont toujours été ensemble, en fait. C'est touchant de voir comment ils se tiennent la main, là, et puis jusqu'au bout, en fait. Ouais, jusqu'au bout. Les généalogistes en viennent alors à la question de la gravure des noms sur la pierre tombale des défunts. Celle-ci, pour exister, doit être prise en charge par la famille, donc par les héritiers. On pourra s'occuper de ça. Peut-être à tous les héritiers de pouvoir mettre les noms. Puis c'est aussi une façon d'honorer la mémoire de vos deux cousins. Voilà, c'est ça. C'est normal qu'ils aient leur nom sur cette tombe, et puis bien sûr, pour laisser une trace. Oui, et oui. puis... C'est normal. On vous accompagnera dans cette démarche. D'accord. C'est pas normal qu'il n'y ait pas d'inscription sur une tombe. Hein. Parce que c'est normal que chacun laisse une trace, qu'on voit le nom, qu'il y ait quelque chose pour se raccrocher à ce qui existait. Donc non, il faut le faire, c'est sûr. Le patrimoine laissé par Claude et Jean se compose de 3 maisons dans la ville d'Albert. Aujourd'hui, c'est l'inventaire de celle dans laquelle ils ont travaillé et vécu jusqu'à leur mort. Une maison qui renferme sans doute beaucoup de leurs secrets. Carole et Alain, les cousins germains, ont tenu à être présents. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Très très bien. Bonjour maître. Bonjour maître. Bonjour. On se retrouve devant la porte et là, on ne sait pas ce qu'on va trouver, c'est l'inconnu. Donc on se dit, bon, deux frères qui vivent ensemble, peut-être que ça va être un petit peu compliqué dans la maison et là, on ne va pas être déçus. Oui. Eh ben, dis donc. Oh, ouais, c'est... Apparemment, il devait dormir là. Oh là là là. Ouais, il devait dormir là, puisque... Oh, non. Mais c'est pas possible de vivre dans des conditions pareilles. Hein. Mais on se demande comment ils arrivaient à vivre, à manger, à dormir, là. C'est... Moi, je trouve... Enfin, ça pose question. Comment vivaient-ils? En fouillant cette maison, restée en l'état depuis la mort des deux frères, le notaire va faire une découverte qui pourrait remettre en cause toute la succession. Une première lettre écrite à l'attention de la police vient contrarier le scénario établi à la mort des deux frères. Monsieur le commissaire, j'ai 84 ans, une maladie incurable et invalidante, maladie Parkinson. Aussi, j'ai décidé de finir ma vie. Mon frère a dû le faire hier. Je ne peux pas vivre sans aide. Mon frère doit être au premier étage de notre maison et au grenier, ne pouvant pas monter les escaliers. Voilà la raison pour laquelle je vous écris. Personne ne m'a forcé d'ailleurs. Je ne vois plus de gens. Veuillez excuser mon écriture, mais c'est difficile d'écrire et d'être obligé de tenir une lampe de la main gauche. Je vous prie de croire, monsieur le commissaire, en l'expression de mes sentiments. Salutations expressées. Et donc Claude Mollet.
Mais le coup de théâtre, c'est ce second courrier. C'est a priori un testament. Ah, Ça, c'est une grosse surprise. Oui. Grosse surprise. Ceci est mon testament. Et qui le signe? Claude. Alors, je donne les 2 autres maisons à l'association. Regardez, le 13 décembre 2018, ils sont morts en 2019. Toutes les recherches qui ont été faites aujourd'hui, on dit bah non, le défunt a décidé de son vivant délégataire. Et nous, on a recherché les héritiers du sang. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc aujourd'hui, on va dire aux héritiers du sang qui étaient héritiers de Claude, bah vous n'êtes plus héritier de Claude aujourd'hui. Si tant est que le testament est validé, bien sûr, dans toutes les règles de l'art. Voilà. Donc pour le généalogiste, j'allais dire, c'est son dossier, il le referme, il repart et c'est terminé. Ce testament désigne comme légataire une locataire d'un des biens des 2 frères, sans préciser de nom, et une association. Mais ce document comporte des encres et des écritures différentes, ainsi que des ratures. Il y a des ratures, il y a des choses dans le testament qui font qu'on peut se poser légitimement des questions. C'est pas moi, généalogiste, qui vais décider. Le testament, il va être interprété. Mais quelque part, pour moi et pour les héritiers, il y a quand même une énorme déception. Peut-être que par ce testament, je vais avoir la désagréable mission de leur dire qu'aujourd'hui, on referme le dossier, tout mon travail n'a servi à rien, ils ne sont pas héritiers. Ce document qui semble suspect va être remis aux enquêteurs et à la justice pour être étudié et authentifié. Et il va falloir plusieurs mois avant d'en tirer de nouvelles conclusions. Le règlement de la succession de 225 000 € est donc suspendu pour les 14 héritiers de sang retrouvés par les généalogistes. Mais pour Carole, la cousine germaine des défunts, il y a plus urgent. Elle a tenu à régler rapidement les frais pour faire graver le nom de Claude et de Jean sur leur tombe. Ça y est, enfin les lettres sont posées. Voilà, ça fait plaisir. Puis c'est vrai que sans les noms, on avait l'impression qu'ils avaient été abandonnés. Maintenant, les gens d'Albert, la famille, pourront se recueillir ici. Puis au moins, il y a une trace de leur passage dans ce monde. Dans cette triste histoire, ni les héritiers de sang, ni même les généalogistes ne toucheront peut-être d'argent, mais ils ont tous la satisfaction d'avoir contribué à redonner une existence à des personnes mortes dans l'oubli. Certaines relations transcendent les liens familiaux. Mais quelle place donner à l'ami extraordinaire, à l'enfant de cœur, quand il s'agit de régler une succession? Dans ce nouveau dossier, Guillaume et Paul vont devoir composer au mieux entre droit et sentiment avec une proche qui n'est pas une héritière de sang. Il a toujours été là à toutes les étapes de ma vie. Pour les bons moments, les mauvais moments. Il était à mon mariage, il était aux premières heures de vie de ma fille aînée. Robert Di Bardot, pour moi, était mon deuxième papa, vu son âge, mon grand-père. C'était quelqu'un que je considérais vraiment comme de ma famille, en fait. C'était ma famille. Sa femme, Jeanne, ça a été ma nourrice. Parce que mes parents travaillaient, ils n'avaient pas le temps nécessairement de s'occuper de moi. Jean-Louis était le fils de Robert et Jeanne, avec qui j'ai été également très proche. Ce qui me manque, c'est cet échange en fait, qu'on avait avec Robert. Et puis c'est aussi sa bonne humeur, sa joie de vivre. On ne peut pas l'oublier. On ne peut pas l'oublier. C'est à Paris que Guillaume et Paul ont rendez-vous chez un notaire pour récupérer un dossier un peu particulier. Messieurs, merci d'avoir répondu à mon appel aussi rapidement. Donc, je souhaitais vous confier la succession de Jean-Louis. Jean-Louis est décédé célibataire, il n'avait pas d'enfant, il était fils unique. La particularité de ce dossier, c'est que Jean-Louis est décédé quelques semaines à peine après son propre père, Robert. Jean-Louis, fils unique, était le seul héritier de son père Robert. Étant décédé très peu de temps après lui, les généalogistes vont donc traiter les deux dossiers conjointement. Il y a une autre particularité, il y aurait une fille de cœur, Sabine, qui était très proche de Robert
donc le père de Jean-Louis, et qui aurait manifesté le souhait de récupérer certains éléments, à titre évidemment purement sentimental. Avez-vous la liste des objets que souhaite récupérer Sabine, la fille de cœur de Robert? Non, pas précisément. Manifestement, ce seraient des objets qui seraient situés au domicile de Robert. Peut-être des tableaux ou peut-être des bibelots. On ne pourra l'autoriser qu'avec l'accord des héritiers. Donc, et en fonction de la valeur, je pense que l'accord des héritiers sera plus ou moins facile. Il est certain que s'il y a un tableau de Picasso et qu'elle dit que ce tableau, elle aimerait bien le récupérer, ça m'étonnerait que les héritiers soient d'accord pour lui donner facilement comme ça le tableau. Notre métier, il n'est pas que de retrouver des héritiers. Il y a des secrets qu'il faut essayer de comprendre, des énigmes un peu à résoudre, des gens qui viennent un peu perturber le jeu. Et c'est le charme de notre métier. Je m'appelle Guillaume Rerig et je suis généalogiste successoral. L'invitée surprise de ce dossier, la fille de cœur de la famille du défunt, peut être un atout pour retrouver des héritiers. Son témoignage constitue la première étape de l'enquête. Oui, Madame Sabine. Oui. Bonjour, enchanté. Je me permets de vous déranger. Je suis généalogiste successoral. Oui. Et un notaire à Paris m'a mandaté pour retrouver les héritiers de Jean-Louis et de Robert. D'accord. Et il nous était indiqué que vous étiez, vous, considérée comme la fille de cœur de Robert. C'est bien le cas, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, oui. J'ai été élevée donc par une femme depuis mes premiers mois. Lorsqu'elle était enfant, Sabine habitait le même immeuble que ce couple et leur fils Jean-Louis. Chaque jour, ce sont eux qui s'occupaient d'elle lorsque ses parents travaillaient. Au fil des années, ils sont devenus sa deuxième famille et ne se sont jamais perdus de vue. Mais Sabine ne connaît pas pour autant le reste de la famille de Robert et Jeanne. Et vous souhaiteriez, vous, garder quelques objets qui ont appartenu à Robert? Oui. Et est-ce que vous avez une liste précise de ces objets? J'ai pas de liste. J'ai effectivement des objets qui m'ont frappé, qui m'ont marqué. Par exemple, une petite commode qui est à l'entrée. Est-ce que vous avez une idée de la valeur des objets que vous souhaitez récupérer? Non. Après, si effectivement j'ai la chance de pouvoir récupérer certains objets, oui, parce que tout, effectivement, dans cet appartement, on me rappelle à eux. Sachez que nous, on va faire un inventaire en présence des héritiers. Donc ça, on pourra très bien leur proposer à ce que vous soyez présents ce jour-là. Après, il faudra qu'on ait un accord des héritiers pour que vous puissiez récupérer ces objets. J'entends. Je suis très heureuse de faire partie, sans en faire partie vraiment de cette succession. Je suis très heureuse. Bon, bah, écoutez, on espère pouvoir vous rencontrer le jour de l'inventaire. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée, madame. Au revoir. Pareillement. Au revoir, monsieur. On va tout faire pour qu'elle obtienne ce qu'elle souhaite, mais avant toute chose, il faut d'abord retrouver tous les héritiers de Jean-Louis. Commencent alors les recherches généalogiques. Dans un premier temps, Guillaume utilise sa base de données personnelles qui regroupe certains extraits d'état civil. Au décès de Jean-Louis, on sait que Jean-Louis n'a pas d'enfants, pas de frères et sœurs, donc on va remonter au niveau de ses parents. On se rend compte que son père a une sœur qui est décédée sans enfants, donc on va passer au niveau des grands-parents de Jean-Louis, notamment son grand-père paternel, Roger. On se rend compte que Roger a plusieurs frères et sœurs, dont une sœur, Suzanne, qui est décédée en région parisienne. Cette Suzanne, grande-tante du défunt, va particulièrement intéresser les généalogistes. Mariée à Paris en 1941 avec un certain Léon, elle a peut-être eu des enfants nés de cette union. Guillaume et Paul quadrillent alors la capitale et sa banlieue à la recherche d'éventuels cousins. Bonjour monsieur, nous souhaiterions pouvoir consulter la table décennale 1933-1942 s'il vous plaît. Bien sûr, installez-vous. Merci beaucoup. Merci. Donc on cherche d'éventuels enfants de Léon et Suzanne. Écoute, il faut espérer qu'on va trouver une naissance ou plusieurs sur les Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine, tout à fait. Et comme ils sont mariés en 41, avec un peu de chance, on va trouver une naissance en 42, 43. La première étape consiste à répertorier toutes les naissances d'enfants portant le nom de famille du couple dans les années suivant le mariage.
Celle-ci me paraît bien, Michel. Michel. Car mariage en 41, naissance en 42. Bah, je trouve que ça colle bien. Ah oui, ça pourrait être une fille du couple Suzanne et Léon. Donc, si elle est vivante, une héritière de Jean-Louis. On demande une table décennale et qu'est-ce qu'on trouve? La trace de 2 personnes qui portent le même nom. Donc là-dessus, on consulte son acte de naissance. Cette Michel est-elle la fille de Suzanne et Léon, une cousine de Robert? Au boulot. Voilà. Super. Ici. Voilà, donc bien marié, Michel est bien une fille du couple Suzanne et Léon, et donc héritière de Jean-Louis, car c'est une cousine au 5e degré. Guillaume vérifie immédiatement sur ses bases de données que cette personne est bien vivante. Bonne nouvelle, elle n'est pas morte. Donc on est certain qu'elle est vraiment héritière. Parfait. Donc on peut la rajouter sur le tableau généalogique. Du côté paternel, il y avait 2 héritiers qui étaient connus. Et là, en découvrant Michel, bingo, nous avons une héritière en plus dans la succession. Au total, Guillaume et Paul vont retrouver 4 héritiers. Michel, Jacques et Daniel du côté de Robert et Jean du côté maternel. Vont-ils accepter que Sabine, la fille de cœur, récupère certains objets de la succession? Le destin de certains hommes s'entremêle, parfois malgré eux, avec le cours de la grande histoire. Et ce n'est qu'à leur mort que l'on comprend qu'ils ont vécu une vie hantée par des souvenirs qu'ils ont gardés sous silence. C'est le cas dans le dossier d'Yves, né pendant la Deuxième Guerre mondiale, un homme solitaire qui semble avoir coupé les liens avec ses proches et leur passé. Au cours de leurs recherches, les généalogistes ont découvert que les familles paternelles et maternelles d'Yves étaient originaires de l'Est de la France. Ils ont donc mandaté leur collègue de Nancy. Laurence vient de recevoir le fruit de leur travail. Bonjour Laurence. Bonjour Damien. Ça va bien? Bien et toi? Très bien. Alors, est-ce que tu as pu avancer? Alors, j'ai déjà les recherches par notre bureau de Nancy. On va pouvoir voir, puisqu'ils m'ont envoyé leur tableau. Sur la ligne paternelle, il a déjà une cousine, Josiane, qui se trouve là. Ah, elle est vivante, ça c'est une bonne Oui, nouvelle. elle est vivante. C'est une bonne nouvelle pour moi. Il y aura des héritiers. Et du côté maternel, il y a sur notre tableau généalogique une pépite. Là, c'était une grande fratrie. C'est une plus grande fratrie. Hein. C'est une plus grande fratrie, bien plus grande. Il y a plus de monde là. La particularité, c'est que malgré tout, il n'y a pas que Marguerite, la maman d'Yves, qui est venue en Normandie, mais il y a aussi un de ses frères, prénommé René. C'est pas n'importe qui. Il a été un grand résistant. En fait, il était peintre en bâtiment. Il aurait dérobé la fameuse carte dite du mur de l'Atlantique. Mais c'est le film avec Bourvil, ça? C'est ça, c'est ça. Ah, c'est exceptionnel. Et c'est à partir de ça qu'on a organisé le débarquement. C'est quand même quelqu'un qui a participé à notre liberté d'aujourd'hui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Troisième Reich construit un système de fortification sans précédent le long de la côte occidentale de l'Europe, de la Norvège à la frontière espagnole. C'est le fameux mur de l'Atlantique. Les Allemands veulent ainsi empêcher une invasion du continent par les Alliés depuis la Grande-Bretagne. Un certain René, l'oncle du défunt, fait partie d'un réseau de résistants. L'homme est alors peintre en bâtiment à Caen. Il va se servir d'un chantier à la Kommandantur pour dérober les plans du mur, ceux qui concernent les 200 km de côte le long de la Manche. Pour les Alliés, une brèche s'ouvre en Normandie. Sans René, le débarquement n'aurait peut-être jamais eu lieu. C'est quelque chose de plutôt exceptionnel pour un généalogiste d'avoir un personnage connu. Derrière ce travail de généalogie, c'est aussi un voyage dans la grande histoire que nous faisons. Nous sommes replongés à cette époque de la Résistance, de la Grande Guerre. Il y a ce héros, René, personnage extraordinaire. C'est quelque chose de plutôt exceptionnel. Cet oncle illustre laisse 2 enfants, héritier d'Yves aujourd'hui, mais qui préfère rester dans l'ombre. Dans cette branche, une autre cousine est héritière. Du côté paternel, Damien a retrouvé 2 cousines germaines. C'est l'une d'elles qu'il s'apprête à rencontrer ce matin. Allez-y, rentrez, bonjour. C'est peut-être vous que j'ai eu au téléphone? C'est tout à fait moi, voilà. Il va non seulement lui révéler l'origine de son héritage, mais aussi une partie de la grande histoire de sa famille éloignée.
Le généalogiste est accueilli par Brigitte, la fille de Josiane, l'héritière. Cette dernière l'attend au salon, entourée de ses 2 autres filles et de son gendre. Vous êtes tous réunis, c'est gentil à vous. Oui, quand même, pour l'occasion. Je suis ravi de tous vous rencontrer. Allez-y. Merci beaucoup. J'imagine que ma visite vous étonne un petit peu. Complètement. Elle est inattendue. C'est pas qu'un petit peu, oui. Madame, vous êtes bien née le 3 juin 1933. Oui, c'est ça. Voilà. Votre papa s'appelait Adrien et votre maman Lucienne. Oui. Vous aviez un oncle et une tante que vous avez peut-être connus, notamment l'oncle Émile. Est-ce que vous avez connu? Oui. Ah ben, vous voyez, on progresse. À Courseul. Exactement. Et est-ce que vous avez connu ces enfants, votre oncle? Moi, je me Claude souviens et Yves. pas. Toi, tu t'en Claude souviens? et Yves, moi, je m'en souviens un petit peu, oui. Claude et Yves étaient vos cousins. Ouais. La personne qui est décédée, c'est votre cousin germain. C'est Yves. La dernière fois qu'on a dû voir Yves, c'est quand on t'a emmené avec papa. Donc ça doit être dans les années 76-77. Et après, on n'a plus spécialement de contact. Et puis après, le temps a fait qu'on n'est pas retourné forcément là-bas, quoi. Donc ça fait presque 45 ans finalement, vous n'avez plus de nouvelles voilà. d'Yves. Oui. Voilà. On est un petit peu chamboulé. Mais oui, ça fait... Ça fait vraiment drôle bizarre. parce que ça remue un peu tout l'histoire, je dirais, de la famille. Donc, oui, ça retourne un petit peu, n'est-ce pas, maman? Oui. Hein? Oui, rien que d'en parler, là, ça me donne la chair de poule. C'est tout bête, mais ça remue quand même. Ça remue énormément. Est-ce que vous saviez que du côté de la famille maternelle, votre cousin Yves avait un oncle qui s'était illustré pendant la Seconde Guerre mondiale? Non, ça a été un héros de la guerre. D'accord. C'est quelqu'un qui travaillait comme peintre en bâtiment chez les Allemands. Il aurait volé la carte du mur de l'Atlantique. Et ça a permis d'organiser le débarquement. Waouh! Vous m'apprenez des choses aujourd'hui, c'est incroyable. Donc on fait partie de l'histoire. Je sais d'où on tient notre caractère. Voilà. Ah pourquoi pas, hein? À réouvrir les pages du passé, je sens que ça bouleverse un petit peu Josiane, mais aussi ses filles. C'est quelque chose en tant que généalogiste qui nous arrive régulièrement. On se rend compte qu'à l'occasion d'un décès, on a une partie de la famille qu'on a ignorée, oubliée. Je réalise que j'ai créé une envie chez cette famille d'en connaître un peu plus sur ce cousin qui était en Basse-Normandie, à quelques kilomètres de chez eux, qu'ils n'ont pas vraiment connu. Quelques jours plus tard, Damien retrouve donc Josiane et ses filles pour assister à l'inventaire de la maison de son cousin Germain. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Est-ce que vous avez fait bon voyage? Très bien. Bonjour. Donc, je suis le notaire. Et je suis la commissaire-priseur. D'accord. Voilà. Je vois que vous avez retrouvé la maison de votre cousin, madame. Ça vous... Moi, je suis venue donc voir mon oncle, je vous dis, j'avais 15-16 ans. C'était vieux, hein. 70 ans, vous êtes venu ici. Ça fait loin, hein? Ça fait loin, 70 ans. Oui, ça fait carrément. On va voir ce qu'on va découvrir. C'est un capharnium, là, hein. Là. Ah oui, c'est impressionnant, là. Tout ce qu'il y a là, oui, il était un peu bordélique, hein, on va dire. Ah bah ouais. Est-ce que ça vous évoque des souvenirs? Pour certaines choses, oui. Vous voyez la... Ah, l'obus comme papa Oui. moi, j'en ai 3 chez moi, que mon oncle m'avait donné. C'est ça, madame? Oui. Je mets des fois des fleurs dedans, je m'apporte une rose dedans. Regarde tous les blasons, là, c'est impressionnant. Les petits soldats, là. Oui. Ah, c'était un passionné, hein, votre cousin. Ouais. Partout, on découvre, sur les étagères, dans les vitrines, des centaines de soldats de plomb. Yves avait vraiment un univers qui lui était propre, un univers particulier. Il a évolué dans un monde où la guerre a été très présente, avec un oncle qui a compté dans l'histoire de France, dans la personne de René. C'est un petit peu comme si Yves avait été coincé dans cette période. Et c'est comme si Yves n'avait pas grandi. Il est décédé à pas loin de 80 ans. Mais c'était comme s'il vivait dans une chambre remplie de jouets.
Maman, est-ce que tu reconnais les deux personnes qui sont sur cette photo? Oui, c'est Claude et Yves, les enfants, l'oncle Émile. C'est celui-là, Yves. Voilà, ouais, c'est ça. Il était mon pion, là. Hein. Et puis là, donc c'est un livre, enfin... Il l'avait gardé dans une pochette. Document, voilà, où c'est qu'il y a toutes des photos. Donc voir s'il y en a qui peuvent te parler. Je pense, madame, que c'est Yves qui avait vieilli, parce qu'on le retrouve sur plusieurs photos. Ah oui, mais ça, comme vous l'avez connu enfant, aujourd'hui, ça vous est difficile de le reconnaître. Je ne peux rien dire, là, je ne sais pas. Pour moi, au niveau patrimonial, donc il y a cette maison-là, qu'on a estimée actuellement entre 180 et 200 000 euros. Il faut savoir notamment que M. avait un compte titre de plus de 165 000 euros. Voilà. Ah ouais. Et il avait d'autres liquidités pour environ 40 à 50 000 euros. Donc voilà, okay. C'est l'information du jour, c'est plutôt intéressant pour vous. Hein, voilà. Oui, non, mais c'est... On est en patrimoine brut je suis à 420 000 euros. D'accord. Il y en a plus que dans mon porte-monnaie. Le patrimoine brut de cette succession est estimé à 420 000 euros. Josiane devra partager cet héritage avec 4 autres cousins. Lors du règlement d'une succession sans testament, il arrive que les généalogistes se retrouvent tiraillés entre des héritiers et des proches attachés aux défunts. Ils font alors leur possible, dans le respect de la loi, pour que les liens du sang n'effacent pas totalement ceux du cœur. Guillaume et Paul ont obtenu des héritiers de Jean-Louis et de son père Robert que Sabine, la fille de cœur de ce dernier, participe à l'inventaire. Une occasion pour elle de montrer les objets qu'elle souhaite récupérer. Le jour J, les généalogistes retrouvent notaire et commissaire-priseur devant l'immeuble de la famille du défunt. Bonjour. Bon, c'est ici. On attend l'héritière qui ne devrait pas tarder. Une seule héritière, Michel, la cousine germaine de Robert, a pu se rendre disponible pour l'estimation des biens. Enchanté, Paul Loriot. Elle est accompagnée d'une amie. L'inventaire commence, mais on attend quelques secondes que Sabine arrive. Tous les héritiers sont d'accord pour qu'elle vienne. L'enjeu est, de savoir quelle était la valeur du mobilier que voulait Sabine, et en même temps, vérifier qu'il n'y ait pas de testament au profit de Sabine ou d'un autre. Sabine arrive avec son conjoint. Elle s'apprête à rencontrer Michel, la cousine germaine de Robert. Venez. On voulait vous présenter Michel. Bonjour. Michel est une des héritières. D'accord. Et a connu je suis un petit peu Jean-Louis. La génération de Robert. Et madame est une héritière, elle, au 5e degré. D'accord. Du côté maternel. Je ne suis pas héritière. Moi, j'ai rencontré Robert et Jeanne. Pour moi, c'est Bardot et Tata. Je les ai rencontrés quand j'avais 2 mois et demi, puisque j'habitais au 4e étage, en fait, oui, avec mes parents. Et ils cherchaient une nourrice. Et donc, je suis pas héritière, effectivement, parce que je n'ai aucun lien de sang, mais oui. Un lien de cœur est énorme, voilà. C'est mon 2e papa, c'est ma 2e maman. C'est eux qui m'ont élevée depuis que je suis toute petite, voilà. Ah oui. Voilà. Vous les connaissez de vue ou... Ah ben, je les connaissais plus que de vue, mais à partir du moment où j'ai fini mes études, je suis partie. J'ai vécu même à l'étranger, alors après ça s'est perdu. Peut-être qu'on peut aller découvrir ensemble l'appartement. Cela fait des années que Sabine n'était pas revenue dans cet appartement où elle a grandi. Cet appartement, c'est mon enfance, c'est ma jeunesse, c'est ma vie, c'est ma vie. Je trouve que j'ai beaucoup de chance aujourd'hui d'être là, en fait, de pouvoir aussi clôturer cette tranche de vie, qu'on m'ait autorisé à venir effectivement ici. Je trouve ça juste extra, j'ai beaucoup de chance. Je trouve que j'ai de la chance aujourd'hui. Regardez. Oui. Regardez, il y a des photos. Voilà. Ah, c'est incroyable. Ça, c'est qui? C'est Jean-Louis? C'est Jean-Louis, sa maman. Vous allez tomber sur des boîtes entières de diapositives avec les noms avec les vacances dans lesquelles je suis. Parce que j'ai passé l'essentiel de mes vacances avec eux. Il y a tout un tas de diapositives classées. Voilà.
Ah, c'est étonnant parce que Vous les connaissez mieux que moi. Comme j'ai entendu parler de votre prénom, je viens de voir de découvrir ces deux tableaux avec cette feuille. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ou... Ces tableaux-là faisaient partie effectivement des objets qu'il souhaitait que j'ai. Voilà. Vous ayez. Ok, donc je vais les valoriser à part peut-être ou Non, le mieux, c'est de l'inventorier avec les lots et j'indique qu'il porte une étiquette. Exactement. Voilà. Ok. Pour le permettre de l'individualiser. on voit vraiment la volonté marquée de Robert que ces deux tableaux reviennent à Sabine. Juridiquement, c'est comme une forme de legs. Donc un legs particulier, c'est lorsqu'on fait un testament et qu'on dit que je veux que tel tableau soit légué à telle et telle personne, qui sont des personnes nommément désignées. Ça, c'est Robert qui, donc le papa de Jean-Louis, oui. qui a offert ces tableaux à Sabine. C'est bien. Comme pour un legs particulier dans un testament, Sabine devra demander à tous les héritiers que ces tableaux lui soient remis. Mais lui étant spécifiquement attribués par le défunt, ils ne peuvent pas les lui refuser. Que pensez-vous de ces toiles ? Elles sont sympathiques par leur valeur décorative, mais sur le plan purement économique, il n'y a pas une valeur réelle. Voilà. Mais je pense que vous êtes au courant. Oui, c'est la valeur sentimentale. Des choses et des œuvres. C'est pas la valeur. Non. Et quelle est l'histoire de cette commode ? C'était là où on mettait tous nos crayons. Quand vous étiez toute petite ? Ouais. Ah oui, ils sont encore là ? Nos fournitures. C'était pour les enfants, c'est la caverne d'Alibaba, ça. Ah, quand vous veniez le soir ou le mercredi après-midi ? J'étais là tous les jours. J'étais là tous les jours. Tous les jours, vous veniez ? Ouais. Je travaillais et je prenais toutes mes affaires. Voilà. C'était mon petit totem avec les trésors, en fait. C'est émouvant, non de... Ouais. Je pensais... honnêtement, je pensais pas que c'était resté... qu'il y avait encore tout ça. Je pensais pas. On a l'impression que le temps s'est figé. Oui, ça. Parce que je peux se dire que ces stylos, vous les avez tenus il y a 45 ans dans les mains.